Ma sœur a secrètement enregistré une conversation avec nos parents et me l'a envoyée en me narguant, devine qui a une surprise pour toi. Quand j'ai appuyé sur lecture, je me suis figé. Mes parents riaient, elle croit vraiment qu'on l'aime? Ce qu'on aime, c'est son argent. J'ai arrêté l'audio. Puis j'ai répondu en une seule ligne, moi aussi. Leur surprise a pris fin. La mienne ne faisait que commencer. Mon nom est Amélie, et jusqu'à un soir ordinaire vers la fin de ma vingtaine, je croyais honnêtement que j'étais la bonne fille. Je n'étais pas parfaite, mais j'étais fiable. Je payais les factures quand mes parents oubliaient, je virais de l'argent quand des urgences survenaient, et je couvrais discrètement des dettes dont ils ne voulaient jamais parler. Ma vie était un cycle de travail, de virements et d'un espoir désespéré et non dit qu'un jour il me verrait comme plus qu'un filet de sécurité ambulant. Ce soir-là, j'étais à ma petite table de cuisine, à moitié concentré sur mes courriels et à moitié sur une tasse de thé tiède quand mon téléphone s'est allumé avec un message de ma petite sœur. L'aperçu disait, devine qui a une surprise pour toi. Il y avait un fichier audio joint. Tu dois écouter, a-t-elle ajouté. Je te jure que tu vas mourir de rire quand tu entendras ça. J'ai supposé que c'était l'une des histoires dramatiques de maman ou peut-être papa se vantant de quelque chose de ridicule. Nous avions l'habitude de partager des moments familiaux amusants. Cela n'aurait pas été inhabituel. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Un frisson m'a quand même parcouru l'échine alors que je fixais cette icône audio, pulsant sur mon écran comme si elle était vivante. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton de lecture, et pendant une seconde j'ai envisagé de poser le téléphone et de l'ignorer, mais la curiosité et l'habitude m'ont poussé à franchir le pas. J'ai appuyé sur lecture. Au début, ce n'était que du bruit de fond, le cliquetis des assiettes, des bavardages étouffés, le bourdonnement lointain d'un restaurant. Puis le rire de ma mère a percé, plus strident que je ne l'avais jamais entendu. La voix de mon père a suivi, décontractée, détendue, comme s'il parlait de la météo. Elle croit vraiment qu'on l'aime, a-t-il dit, l'amusement suintant de chaque mot. Ce qu'on aime, c'est son argent. Un rire. Un vrai rire, sans retenue. Pas un petit rire nerveux, pas un lapsus. C'était le son de personnes appréciant la chute d'une blague qu'elles avaient racontée 100 fois. Je me suis figé. La pièce est devenue floue autour de moi, mon cœur martelant contre mes côtes comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Ils n'ont pas dit mon nom, mais ils n'en avaient pas besoin. C'est moi qui leur virais de l'argent tous les mois. C'est moi qui couvrais les frais de retard, les factures médicales, les soldes de cartes de crédit. C'est moi qu'ils appelaient chaque fois qu'une crise survenait. Mon esprit a rejoué chaque appel tardif, chaque « nous sommes si fiers de toi, ma chérie », soudainement teinté d'une nouvelle signification écœurante. L'audio s'est terminé par une autre salve de rire et le bruit de chaises qu'on racle. J'ai fixé mon téléphone, mon reflet déformé sur l'écran noir. C'était comme si quelqu'un avait pris le mot « famille », l'avait tordu en quelque chose d'inconnaissable et me l'avait enfoncé dans la poitrine. Sans trop réfléchir, j'ai ouvert mon application bancaire. Des années de virements automatiques, de comptes partagés et de cartes liées me fixaient comme une toile numérique que je les avais laissées tisser autour de moi. Mes mains étaient étonnamment stables alors que je commençais à couper les fils ou annulant les virements, fermant les comptes joints, coupant toutes les lignes de vie financière qu'ils étaient devenus trop à l'aise de tirer. Puis je suis retourné à la conversation avec ma sœur. Le fichier audio était toujours là, comme une arme chargée. Et j'ai tapé 3 mots simples. Moi aussi. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas demandé pourquoi elle l'avait envoyé ou si elle riait avec eux. Je n'ai pas supplié pour du contexte ou des excuses. À cet instant, une chose est devenue douloureusement claire, si leur amour avait toujours été conditionnel, j'avais enfin fini d'en payer le prix. Avant que je vous raconte comment cet enregistrement a fait exploser ma famille, a coûté à mes parents plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé, et m'a forcé à choisir entre les liens du sang et le respect de soi, dites-moi ceci dans les commentaires, d'où regardez-vous? Quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et si vous entendiez vos parents dire ces mots à votre sujet, que feriez-vous ensuite? Le matin après avoir envoyé ce message, le monde semblait exactement le même. Même horizon parisien, même immeuble de bureaux gris et terne devant ma fenêtre. Pourtant, tout en moi avait été réorganisé. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises sur la table de chevet. Au début, je l'ai ignoré, me convainquant que ce n'était que du spam ou des courriels professionnels.
Mais quand les vibrations sont devenues frénétiques, je l'ai finalement pris. Des dizaines d'appels manqués de la maison. Des messages empilés les uns sur les autres dans le groupe de discussion familiale qui était habituellement mort et poussiéreux. Amélie, la banque dit que le virement n'est pas passé. As-tu changé quelque chose? Puis, ta mère est morte d'inquiétude. Réponds à ton téléphone. Puis la vague suivante, notre paiement hypothécaire a été refusé. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, comme prévu, la culpabilité, après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Nous nous noyons et tu ne fais que regarder. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton d'appel, la poitrine serrée. Cette voix familière dans ma tête a murmuré, ce sont tes parents. Ils t'ont élevé. Peut-être que c'était juste une mauvaise blague. Peut-être que tu as mal compris. Mais une autre voix, plus forte maintenant, a répondu, tu n'as rien mal compris. Tu les as entendus. Tu ne peux pas faire comme si tu ne l'avais jamais entendu. J'ai choisi le silence. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai continué ma journée. Au travail, j'ai agi machinalement en réunion, courriel, un sourire poli par-ci par-là. Mais chaque notification qui illuminait mon téléphone ressemblait à un test. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répliqué. Chaque appel sans réponse était un centimètre de distance de plus entre nous. Et pour une fois, cette distance était ressentie comme une protection plutôt qu'un abandon. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé avec mon petit ami, Étienne. Mon ordinateur portable était ouvert sur un nouveau dossier que j'avais créé, au cas où. À l'intérieur, j'ai déposé le fichier audio que ma sœur avait envoyé, une copie exportée et étiquetée d'un nom qui me tordait l'estomac, véritéfamiliale.wave. J'ai aussi pris des captures d'écran des textos les plus manipulateurs. Tu nous laisses mourir de faim. Les gens penseront que tu es une fille terrible. Je les ai sauvegardés aussi. Étienne a regardé tranquillement pendant que j'organisais tout, sa main chaude posée sur mon genou. Tu les as vraiment entendus dire ça? A-t-il demandé doucement. Je lui ai fait écouter l'audio, les mains serrées, écoutant non seulement leurs mots mais aussi la désinvolture avec laquelle il les prononçait. Quand ce fut terminé, Étienne est resté très immobile. On dirait qu'ils sont fiers d'eux, a-t-il dit finalement. Pas coupable, pas honteux. Juste amusé. Je pensais que j'étais leur filet de sécurité, ai-je murmuré. Il s'avère que j'étais juste leur investissement préféré. Je lui ai parlé des messages, du paiement hypothécaire refusé, de la rapidité avec laquelle l'inquiétude s'était transformée en accusation. Il a écouté, vraiment écouté quelque chose auquel je m'habituais encore après des années à voir mes sentiments balayés d'un « tu es trop sensible » ou « arrête de réagir de manière excessive ». Tu sais, a dit Étienne lentement, tu as deux choix maintenant. Tu peux faire semblant de n'avoir jamais entendu cet enregistrement, rouvrir les vannes financières et revenir à la situation d'avant, ou tu peux laisser ce moment être celui où tu arrêtes de payer pour leur approbation. Dans ma tête, je le voyais exactement comme il l'avait décrit, deux lignes temporelles. Dans l'une, je les appelais, je m'excusais d'avoir surréagi et j'écoutais leurs excuses peu convaincantes sur les blagues et le stress. Je réactivais les virements, et nous faisions tous semblant que rien ne s'était passé. Mais je saurais. Je vivrais chaque jour en sachant que leur affection était louée au moi. Dans l'autre ligne temporelle, je ne faisais rien. Je tenais ma position. Je les laissais ressentir les conséquences de construire leur vie autour de mes revenus. Je risquais d'être étiqueté comme la fille égoïste et ingrate. Mais pour la première fois, je me choisirais moi-même. Et si je le regrette, ai-je demandé. Dans les deux cas, tu le regretteras probablement, au moins pendant un certain temps, a haussé les épaules Étienne. C'est ce qui arrive quand on t'a entraîné à te sentir coupable d'exister. La question est, avec quel regret peux-tu vivre? Au cours des jours suivants, mes parents ont changé de stratégie comme des manipulateurs chevronnés. Le ton des messages a changé. Nous sommes inquiets pour toi. Est-ce que ça va mentalement? Nous avons dit à tante Lise que tu agis bizarrement. Nous prions tous pour toi. Ils ont commencé à appeler la famille élargie, présentant mon silence comme une dépression nerveuse plutôt que comme une limite. J'ai appris par un ami commun qu'il disait aux gens que j'avais choisi mon petit ami plutôt que la famille qui m'avait élevé. Pas une seule fois ils n'ont mentionné l'enregistrement. Pas une seule fois ils n'ont mentionné les années de virements que j'avais envoyés sans poser de questions.
Alors que les commérages circulaient, ma colère s'est lentement transformée en quelque chose de plus tranchant, la résolution. J'avais des preuves. J'avais la vérité. Et s'il voulait traîner mon nom dans la boue, je ne me laisserais plus faire. Avez-vous déjà réalisé que les personnes que vous aimez le plus sont prêtes à réécrire l'histoire pour faire de vous le méchant tant que cela préserve leur confort? Et si vous aviez la preuve qu'ils mentaient, resteriez-vous silencieux pour maintenir la paix? Ou laisseriez-vous la vérité parler pour vous? Je pensais que la distance empêcherait les choses de s'envenimer davantage. Si je ne m'engageais pas, si je ne nourrissais pas le drame, peut-être qu'il s'éteindrait de lui-même. J'ai sous-estimé à quel point les gens peuvent devenir désespérés quand ils perdent le contrôle, surtout le contrôle financier. C'était un mardi ordinaire au bureau, le genre de journée où les néons semblaient particulièrement durs et où le café avait un léger goût de brûlé. J'étais au milieu d'une réunion budgétaire quand mon assistante a frappé à la porte de la salle de conférence. Son sourire était tendu, mal à l'aise. « Amélie » a-t-elle murmuré. « Il y a 2 personnes ici qui te demandent. Ils disent que ce sont tes parents. » Mon estomac s'est noué. Je n'avais jamais donné à mes parents l'adresse exacte de mon lieu de travail. Juste des descriptions vagues, je travaille dans la finance au centre-ville. Le fait qu'ils soient ici signifiait que quelqu'un les avait aidés, très probablement ma sœur, désireuse de rester dans leur bonne grâce. Je me suis excusé et j'ai marché vers le hall d'entrée, chaque pas plus lourd que le précédent. Ils étaient là, mon père, Henri, faisant les 100 pas près de la réception, le visage rouge, une énergie contenue comme un ressort. Ma mère, Nathalie, assise raidement sur une chaise, serrant son sac à main à 2 mains comme s'il pouvait l'ancrer au sol. Il semblait plus petit, en quelque sorte, déplacé au milieu des murs de verre et des sols polis. « Amélie » a dit Henri fort dès qu'il m'a vu, attirant les regards des collègues à proximité. « Nous devons parler. » Il n'y a pas eu de bonjour, pas de « comment vas-tu » ? Juste une exigence. Un ordre. Je les ai conduits dans une salle de réunion vide aux murs de verre, douloureusement consciente des regards curieux venant du couloir. Une fois la porte fermée, le spectacle a commencé. « Pourquoi nous as-tu ignorés » a claqué Nathalie. « As-tu la moindre idée du tribut que cela fait payer à la famille ? Notre hypothèque a été refusée. Nos cartes de crédit sont au maximum. Comprends-tu ce que tu as fait ? » La voix d'Henri montait à chaque phrase. « Nous avons tout sacrifié pour t'élever. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? En nous coupant les ponts comme si nous étions des étrangers. » La chaleur m'est montée au visage, mais ma voix est restée calme. « J'ai entendu ce que vous avez dit sur moi. » Ils se sont figés, juste une seconde. Leurs regards ont vacillé. « De quoi parles-tu » a demandé ma mère trop rapidement. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le fichier audio. « La conversation au dîner » ai-je dit. « Celle où vous avez plaisanté en disant que vous aimiez mon argent, pas moi. » Le visage de Nathalie a blêmi. La mâchoire d'Henri s'est serrée si fort que j'ai cru qu'il pourrait se casser une dent. « C'était sorti de son contexte » a-t-il lancé. Nous plaisantions. Tu sais comment nous parlons. Ta sœur a dû envoyer ça sans réfléchir. Vous aviez l'air de réfléchir assez clairement quand vous avez ri, ai-je répliqué. Mes mains tremblaient, mais je refusais de reculer. Vous n'étiez pas en deuil. Vous ne regrettiez pas. Vous riez de la facilité avec laquelle vous pouviez m'utiliser. Mon père a frappé la table de la paume de sa main, faisant vibrer le verre. Nous sommes tes parents, a-t-il sifflé. Les parents ont le droit d'attendre du soutien de leurs enfants. Tu n'aurais pas ce que tu as si ce n'était pas pour nous. Vous n'auriez pas ce que vous avez si ce n'était pas pour moi, ai-je rétorqué. Vous avez bâti une vie basée sur mes revenus et vous vous êtes ensuite moqué de moi pour vous avoir fait confiance. La tension était palpable dans la pièce. Dehors, je pouvais voir des silhouettes s'attarder un peu trop près du verre, faisant semblant de ne pas regarder. J'ai pris une inspiration, puis j'ai fait la seule chose que je savais qui changerait l'équilibre du pouvoir. J'ai appuyé sur lecture. Leurs voix ont rempli la pièce, claires et indéniables. Elle croit vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on aime, c'est son argent. Un rire. Le son a rebondi sur les murs, sur le verre, sur les œuvres d'art d'entreprise soigneusement neutres. Nathalie avait l'air de pouvoir s'évanouir. « Arrête ça » a-t-elle sifflé, jetant un coup d'œil aux formes floues à l'extérieur. Quelqu'un pourrait entendre.
Exactement, ai-je dit doucement, en mettant l'enregistrement en pause. Si vous continuez à me harceler au travail, si vous continuez à appeler et à envoyer des textos à mes collègues ou à répandre des rumeurs sur moi dans la famille, tu nous menaces, a demandé Henri. Je pose une limite, ai-je répondu. Plus d'embuscades à mon travail. Plus de culpabilisation. Plus de traitement d'égoïste auprès de quiconque voudra bien l'entendre. Si vous n'arrêtez pas, je me protégerai avec la vérité, et avec un avocat si nécessaire. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Je pouvais voir l'indignation luttant contre la peur dans leurs yeux. Ils avaient toujours compté sur 3 choses, ma culpabilité, mon silence et mon désir de protéger leur image. Ce jour-là, j'ai brisé les 3. Nous voulions juste que tu te souviennes que tu fais partie de cette famille, a finalement murmuré ma mère, les larmes aux yeux. Une famille ne menace pas sa famille. Une famille ne monétise pas la gentillesse de sa fille, ai-je dit en me levant. Vous avez perdu le droit d'utiliser ce mot comme un bouclier quand vous m'avez transformé en votre source de revenus préférée. J'ai ouvert la porte pour signaler que la conversation était terminée. Ils sont partis dans une tempête de chuchotements tendus et d'épaules raides, mais ils sont partis. Alors que la porte en verre se refermait derrière eux, mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir au bout de mes doigts. Je tremblais, non pas de peur, mais de la pure adrénaline d'avoir enfin choisi de me faire passer en premier devant eux, dans un endroit qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Si vous étiez dans cette pièce avec moi, auriez-vous fait jouer cet enregistrement devant vos parents? Ou auriez-vous ravalé votre colère pour maintenir la paix et protéger leur réputation? Après la confrontation au bureau, j'étais sûr de 2 choses. 1. Mes parents avaient enfin compris que je n'allais pas rouvrir le robinet d'eau. Et 2. Ils n'allaient pas l'accepter sans se battre. Les semaines suivantes ressemblaient aux séquelles d'une tempête qui n'était pas encore tout à fait passée. Le ciel était plus clair, mais l'air était encore lourd de tension. Pour garder les pieds sur terre, j'ai recommencé à écrire. Non pas le journal intime rêveur et plein d'espoir que je tenais adolescente, mais des entrées brutes et factuelles, comme un journal de bord de ma propre vie. Jour 1 après la confrontation au bureau, commençait une entrée. Ils se sont présentés à l'improviste, ont essayé de me culpabiliser, puis m'ont qualifié de menace quand j'ai refusé de céder. J'ai fait jouer l'audio. Leur visage ressemblait exactement à ce que mon cœur a ressenti la première fois que je l'ai entendu, choqué, exposé, laid. Tout écrire rendait les choses réelles, mais cela me donnait aussi de la clarté. S'ils déformaient l'histoire plus tard, et je savais qu'ils le feraient, j'aurais mon propre enregistrement de ce qui s'était passé. Entre le travail et les entrées de journal, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à faire depuis des années, j'ai commencé à vivre pour moi. Je me suis inscrite à un atelier de peinture le week-end, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais que je m'étais dit être un luxe que je ne pouvais pas me permettre alors qu'il y avait toujours des factures plus importantes à payer. J'ai acheté un jeu de pinceau bon marché et une toile et j'ai passé un samedi après-midi à essayer de mélanger les couleurs au lieu du stress. C'était désordonné, mais c'était à moi. J'ai renoué avec une voisine, Sophie, qui vivait de l'autre côté du couloir avec son partenaire, Olivier. Nous avions échangé des bonjours polis par le passé, mais cette fois, quand elle m'a invité à prendre le thé, j'ai dit oui. Une tasse s'est transformée en une conversation de 3 heures sur les dynamiques familiales toxiques, les attentes de l'enfance et l'apprentissage de la fixation de limites. Tu as le droit de protéger ta paix, a-t-elle dit quand j'ai avoué que je me sentais encore coupable d'avoir coupé les ponts avec mes parents. L'amour ne signifie pas un accès inconditionnel. Ces mots se sont logés dans ma poitrine comme de petites vérités lumineuses. Pendant ce temps, mes parents ont intensifié leurs efforts à nouveau. J'ai découvert qu'ils avaient envoyé un message à un de mes collègues sur les réseaux sociaux, disant qu'ils s'inquiétaient pour moi et demandant si j'agissais bizarrement au travail. Ils ont dit à un vieil ami de la famille que j'étais sous l'influence de mon petit ami, qu'il me montait contre mon propre sang. Ils ont dit à des parents que j'étais devenue froide et distante maintenant que je réussissais financièrement. Pas une seule fois ils n'ont mentionné leurs propres mots dans cet enregistrement. Ils réécrivent le scénario, a dit Étienne quand je lui en ai parlé. Ils ne peuvent pas accepter d'être les méchants, alors ils essaient de se redéfinir en victimes. Et je suis la méchante dans leur version, ai-je répondu. La fille ingrate qui a abandonné ses pauvres parents souffrants. Tu n'es pas la méchante, a-t-il dit. Tu es juste celle qui a refusé de continuer à financer leur déni. Pourtant, la pression sociale était étouffante. Une tante m'a envoyé un texto, tes parents ont le cœur brisé.
Quelle que soit cette dispute, tu dois arranger les choses. L'argent va et vient, la famille, c'est pour toujours. J'ai fixé ce message pendant un long moment, essayant de décider si je devais lui envoyer l'audio. Finalement, je ne l'ai pas fait. Pas encore. À la place, j'ai écrit une autre entrée de journal. Ils disent que la famille, c'est pour toujours, et j'écris, l'encre s'imprimant profondément dans la page. Mais parfois, ce qui dure pour toujours, ce n'est pas l'amour, ce sont les dégâts. Et je ne suis pas obligé de continuer à participer à ma propre souffrance juste parce que nous partageons le même ADN. Alors que les semaines se transformaient en une nouvelle sorte de normalité, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. La vie sans leur demande constante semblait plus légère. Mon salaire restait plus longtemps sur mon compte. Je pouvais planifier un avenir qui n'était pas construit autour de la gestion de crise. Je pouvais choisir comment passer mon temps sans attendre le prochain appel d'urgence. C'était inconfortable, oui, plein de chagrin, de culpabilité et de doute, mais c'était aussi la chose la plus honnête que j'ai jamais faite envers moi-même. Avez-vous déjà commencé à construire une vie au-delà des attentes de votre famille et vous êtes-vous senti à la fois terrifié et libre en même temps? Quelle petite chose avez-vous faite, comme un passe-temps ou une nouvelle amitié, qui vous a fait sentir que vous vous apparteniez à nouveau? Les rumeurs ont finalement cessé d'être un bruit de fond et ont commencé à entrer dans ma vie en portant des visages familiers. Un après-midi, une vieille amie de la famille m'a appelé à l'improviste. « Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas », a-t-elle commencé, ce qui est exactement ce que les gens disent quand ils sont sur le point de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mais tes parents ont vraiment des difficultés. Ils disent que tu les as abandonnés, que tu ne réponds même pas à leurs appels. Elle a fait une pause, puis a ajouté d'une voix plus basse, ils ont aussi dit à certaines personnes que tu es devenu égoïste, que tu choisis ton propre confort plutôt que la survie de ta famille. Quelque chose en moi a craqué. J'avais écouté silencieusement pendant qu'il prenait mon argent. Maintenant, il voulait aussi prendre ma réputation. Cette nuit-là, après avoir fait les 100 pas dans mon appartement jusqu'à ce que le sol puisse aussi bien avoir des sillons, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. « Chère maman et papa », ai-je écrit. Puis j'ai effacé « maman et papa » et les remplacé par « cher Henri et Nathalie ». C'était plus froid, mais aussi brutalement honnête. Le premier brouillon de la lettre était de la fureur pure et sans filtre. Je leur ai dit exactement ce que je pensais de leurs blagues, de leurs manipulations, de leur campagne de dénigrement. J'ai tapé des phrases que je savais profondément blessantes, vous n'avez pas seulement blessé mes sentiments, vous avez brisé ma réalité. J'ai construit ma vie autour de vous aider, et vous avez construit la vôtre autour de m'exploiter. Je me suis défoulé sur 3 pages, puis je me suis assise et j'ai réalisé que cette version était pour moi, pas pour eux. C'était la lettre que mon cœur blessé avait besoin d'écrire, mais pas nécessairement celle qui m'aiderait à reconstruire ma vie. J'ai sauvegardé ce document sous le nom de « Vérité non envoyée » et j'en ai ouvert un nouveau. Cette fois, j'étais délibéré, contrôlé, chirurgical. Pendant des années, ai-je écrit, j'ai cru qu'il était de mon devoir de fille de vous aider financièrement. J'ai payé vos factures, couvert vos dettes et sacrifié mes propres opportunités parce que je pensais que cela prouvait mon amour. Je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf votre honnêteté et votre affection. J'ai décrit la première fois que j'ai entendu l'enregistrement, comment j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le sol sous les pieds. Vous entendre dire que vous aimiez mon argent, pas moi, a brisé quelque chose en moi qu'aucun virement ne peut réparer, ai-je écrit. Cela n'a pas seulement fait mal, cela a tout clarifié. Cela m'a fait réaliser que ce que nous avions n'était pas une relation. C'était une transaction. Puis j'ai abordé les rumeurs. Je sais que vous avez dit aux gens que je vous avais abandonné, ai-je écrit. La vérité, c'est que vous m'avez abandonné en premier lorsque vous avez réduit ma valeur à mon compte en banque. Je n'ai encore partagé cet enregistrement avec personne même s'il prouverait facilement le contraire de votre histoire parce que je ne veux toujours pas vous humilier. Mais si vous continuez à mentir à mon sujet, je me protégerai avec la vérité. Ce n'était pas une menace, c'était une limite. Ou peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, c'était la chose la plus honnête que je leur ai jamais dite. J'ai terminé la lettre avec des conditions claires, si vous voulez une quelconque relation avec moi à l'avenir, elle devra exister sans argent. Plus de virements, plus d'urgence, plus de commérage. Vous n'avez pas besoin de vous excuser parfaitement, mais vous devez arrêter de prétendre que vous êtes les victimes ici. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors cette distance restera.
Quand j'ai eu fini, j'ai imprimé la lettre, les signer d'une main qui tremblait juste assez pour me rappeler que j'étais humaine, et les sceller dans une enveloppe. Au dernier moment, j'ai hésité. Est-ce que cela empirerait les choses? Nierait-il tout et intensifierait-il à nouveau? Peut-être. Mais rester silencieuse ne fonctionnait pas non plus, alors je l'ai posté. Quelques jours plus tard, alors que je nettoyais ma cuisine, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Nous devons parler, disait-il. Il ne s'agit pas de colère. Nous souffrons, et tu dois comprendre cela. J'ai fixé l'écran, un mélange familier d'effroi et de curiosité tourbillonnant dans ma poitrine. Était-il prêt à écouter pour la première fois, ou était-ce juste le prélude à une autre manipulation? Si vous deviez écrire une lettre à la personne qui vous a trahi, et que vous saviez qu'elle pourrait déformer vos mots, quelle est la seule phrase que vous vous assureriez absolument qu'elle ne puisse pas mal comprendre? Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café non loin de mon appartement, un lieu neutre avec un éclairage chaleureux et une forte odeur de café dans l'air. En m'y rendant, mon esprit a imaginé toutes les versions possibles de la conversation à venir. Dans une version, ils étaient contrits. Dans une autre, ils étaient furieux. Dans la plupart d'entre elles, je repartais en me sentant pire qu'à mon arrivée. Ils étaient déjà assis quand je suis entré, se faisant face au lieu de faire face à la porte, comme s'ils avaient besoin de répéter leur réplique une dernière fois. Nathalie arborait ce genre de sourire étrange qui n'atteignait jamais ses yeux. L'expression d'Henri était sévère, mais en dessous, j'ai vu quelque chose de nouveau. Pas de l'autorité, pas du contrôle, mais du désespoir. Tu as l'air fatigué, a dit ma mère en guise de salutation. Tout ce drame doit être épuisant pour toi. Je me suis assise, résistant à l'envie de lever les yeux au ciel. Vous vouliez parler, ai-je dit. Alors parlez. Mon père s'est éclairci la gorge, croisant les mains sur la table comme s'il était à une réunion d'affaires. Nous avons lu ta lettre, a-t-il commencé. Tu t'es clairement senti blessé par ce que tu as entendu. La façon dont il a insisté sur « senti » m'a fait serrer la mâchoire. Ce n'était pas un sentiment, ai-je dit d'un ton égal. C'était un enregistrement. Nous n'aurions pas dû dire ces choses, a coupé ma mère. C'était une mauvaise blague. Nous étions stressés. L'argent a toujours été un problème. Nous nous défoulons parfois. Tu sais comment nous sommes. Je pensais le savoir, ai-je répondu. Puis je vous ai entendu rire de combien vous aimiez mon argent. Henri s'est agité, mal à l'aise. Les parents attendent du soutien de leurs enfants, a-t-il dit. Ce n'est pas un crime. Tu agis comme si nous t'avions volé. Vous n'avez pas seulement attendu du soutien, l'ai-je corrigé. Vous avez bâti votre vie autour de cela. Vous avez fait de mes revenus une partie de votre plan de survie et vous vous êtes ensuite moqué de moi pour avoir été assez naïf pour aider. Pendant un instant, le masque est tombé. Les yeux de mon père se sont durcis. As-tu la moindre idée à quel point les choses ont été difficiles depuis que tu nous as coupé les vivres, a-t-il demandé. Nous sommes en retard sur tout. La banque appelle. Les gens posent des questions. Nous sommes embarrassés. Je suis sûr que c'est difficile, ai-je dit doucement. Mais c'est ce qui arrive quand on vit au-dessus de ses moyens et qu'on compte sur le salaire de quelqu'un d'autre pour tout maintenir à flot. La vérité flottait dans l'air comme un troisième participant à la table. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix s'adoucissant de cette manière calculée que je ne connaissais que trop bien. Nous ne sommes pas tes ennemis, a-t-elle dit. Nous voulons juste retrouver notre fille. Tu laisses cet enregistrement effacer des années de famille. J'ai pensé à toutes les fois où je les avais tirés d'affaire, aux nuits où j'avais pleuré sur mon propre compte vide pendant qu'il m'assurait que je faisais ce qu'il fallait. J'ai pensé à l'audio. Elle croit vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on aime, c'est son argent. Je n'efface pas des années de famille, ai-je dit. Je reconnais ce que ces années étaient vraiment. C'est alors qu'Henri a joué ce qu'il pensait clairement être son atout maître. Nous avons parlé à un avocat, a-t-il dit, la voix soigneusement désinvolte. À propos de notre succession, de la maison, du peu que nous avons. Nous voulions que tu saches que si tu continues à nous repousser comme ça, il n'y aura pas beaucoup de raisons de te garder dans ses plans. Il m'a observé, attendant la réaction qu'il avait toujours obtenue, la peur, la panique, le désespoir de revenir dans leur bonne grâce. Au lieu de cela, quelque chose en moi est devenu très, très calme. Vous me menacez de me déshériter,
ai-je demandé. Nous disons simplement que les actions ont des conséquences, a-t-il répondu. Une famille veille sur sa famille. Si tu n'es pas prête à être là pour nous maintenant, pourquoi devrais-tu bénéficier de quoi que ce soit plus tard? J'ai failli rire. Vous réalisez à quel point c'est ironique, n'est-ce pas, ai-je dit. Vous avez passé des années à me traiter comme un distributeur automatique de billets, et maintenant vous utilisez un argent futur et théorique comme une laisse. J'ai imaginé, brièvement, la fin alternative qu'il m'offrait. Je cédais. Je m'excusais. Je réactivais les virements. Je gardais l'enregistrement enfoui, faisant semblant qu'il n'avait jamais existé. Un jour, des années plus tard, j'hériterais d'une maison qui m'aurait coûté ma santé mentale, ma paix et mon respect de moi-même. Dans cette version de l'histoire, je gagnerais le bien, mais je me perdrais moi-même. Gardez la maison, ai-je dit calmement. Gardez ce qu'il y a dans votre testament. Je ne veux pas construire ma vie en attendant que vous mouriez pour pouvoir enfin me sentir dédommagé. Nathalie m'a regardé, stupéfaite. Tu ne le penses pas, a-t-elle murmuré. Tous les enfants se soucient de l'héritage. Je me soucie de ne pas être utilisé, ai-je dit. Et j'ai fini de payer pour un amour qui n'a jamais été réel. Et voilà. Ce changement derrière leurs yeux. Pas de la compréhension, pas du remords, juste de la peur. La peur que je ne réponde plus à leurs boutons habituels, que le levier sur lequel ils avaient toujours compté ne fonctionne plus. Alors c'est tout, a dit Henri amèrement. Tu vas juste t'en aller? Nous laisser ramasser les morceaux? Vous êtes des adultes, ai-je répondu. Vous avez fait des choix. Vous avez parlé de moi comme si j'étais une ligne de crédit, pas une personne. Je ne suis pas responsable de réparer ça. Nous sommes restés assis dans un silence pesant, le bruit du café nous enveloppant comme de l'électricité statique. Finalement, je me suis levé. Si jamais vous décidez de parler sans manipulation, sans argent, sans menace, ai-je dit, vous savez comment me joindre. Jusque-là, j'ai terminé. Je suis sorti sans regarder en arrière. Dehors, l'air semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Mais pour la première fois, ma colonne vertébrale était droite, non courbée sous un poids invisible. Si vos parents essayaient de brandir un héritage au-dessus de votre tête pour vous garder obéissant, accepteriez-vous l'accord et ravaleriez-vous votre colère? Ou partiriez-vous en risquant d'être étiqueté comme l'ingrat? Le temps n'a pas tout guéri par magie après cette rencontre au café, mais il a fait quelque chose de plus honnête, il a révélé ce que les gens valorisaient vraiment. Dans les mois qui ont suivi, je n'ai pas eu de nouvelles directes d'Henri ou de Nathalie, mais j'ai beaucoup entendu parler d'eux. Un cousin a mentionné lors d'une fête que j'ai manqué que mes parents avaient des problèmes avec la banque, qu'ils avaient essayé de refinancer leur maison et que cela leur avait été refusé. Un autre parent a murmuré qu'ils avaient vendu leur deuxième voiture et déménageaient dans plus petit, bien qu'ils aient présenté cela comme un nouveau départ. Une amie de la famille, l'une des rares qui n'a pas immédiatement cru à leur récit de victime, m'a prise à part un après-midi. Ils sont très sur la défensive chaque fois que quelqu'un demande pourquoi les choses sont si difficiles, a-t-elle dit. Et quand ton nom est mentionné, c'est comme se heurter à un mur. Les gens commencent à se demander quelle est la véritable histoire. Plus ils essayaient de contrôler le récit, plus des fissures apparaissaient. Ils pouvaient me peindre comme égoïste autant qu'ils le voulaient, mais ils ne pouvaient pas expliquer les années de vie confortable qui s'étaient mystérieusement évaporées une fois que j'ai cessé de payer leurs factures. Pendant ce temps, ma vie ne s'est pas effondrée. Elle s'est améliorée, tranquillement, obstinément. Je ne roulais pas sur l'or, mais pour la première fois, mon salaire me semblait m'appartenir. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté au lieu de régler des urgences toutes les 2 semaines. J'ai pris un autre cours de peinture. J'ai commencé à écrire davantage des histoires, des essais, des fragments de la vie que je voulais au lieu de celles qui m'avaient été assignées. Un soir, j'ai organisé un petit dîner dans mon appartement. Étienne était là, bien sûr, ainsi que Sophie et Olivier, plus quelques amis de mon cours d'art. La nourriture n'était pas parfaite, j'ai brûlé le pain à l'ail et j'ai dû gratter les parties les plus noircies mais personne ne s'en souciait. Nous avons ri à en avoir mal aux côtes, racontant des histoires qui n'avaient rien à voir avec des traumatismes d'enfance ou des dettes impayées. À un moment donné, alors que nous étions assis autour de la table encombrée, j'ai regardé les assiettes dépareillées, le vin bon marché et les visages des gens autour de moi et j'ai réalisé avec un choc silencieux, c'est ça, une famille. Pas le genre qui exige, manipule et tient les comptes.
Le genre qui est présent, écoute et reste parce qu'il le veut, pas parce qu'il le doit. À la famille de cœur, a dit Sophie en levant son verre lorsque j'ai partagé cette pensée à voix haute. Aux personnes qui ne rendent pas l'amour conditionnel. Nous avons trinqué, et pour la première fois depuis longtemps, le mot « famille » n'avait pas un goût amer dans ma bouche. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit rentré et que l'appartement soit rempli du doux chaos des verres vides et des restes de nourriture, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. « Nous avons perdu la maison », disait-il. « J'espère que tu es heureuse. » Il n'y avait pas de signature, mais je savais de qui il s'agissait. J'ai fixé le message pendant un long moment. De vieilles habitudes m'ont poussé à m'excuser, à demander s'ils avaient un endroit où rester, à offrir de l'argent, ne serait-ce que pour une dernière fois. Mais une autre partie de moi, celle qui devenait lentement plus forte, a vu le message pour ce qu'il était, non pas un appel à l'aide, mais une nouvelle tentative de m'hameçonner avec la culpabilité. J'ai tapé une douzaine de réponses et les ai toutes supprimées. Finalement, je n'ai pas répondu. J'ai retourné mon téléphone, je suis sorti sur mon petit balcon et j'ai laissé l'air frais de la nuit m'envahir. Les lumières de la ville s'étendaient devant moi, indifférentes et belles. Quelque part là-bas, mes parents emballaient des cartons, me blâmant la vie, blâmant n'importe qui sauf eux-mêmes. Peut-être qu'un jour ils s'assieraient ensemble dans un endroit plus petit, se regarderaient et réaliseraient que la chute de leur blague avait enfin fait son effet. La fille dont ils aimaient l'argent plus qu'elle-même était partie, et elle avait emporté son argent et son amour avec elle. Leur message s'était retourné contre eux. L'enregistrement qui était censé m'humilier et me rappeler ma place avait plutôt exposé la leur. Cela leur a coûté le confort, la réputation et le contrôle. Cela m'a coûté mon illusion de ce que la famille était censée être, mais m'a donné quelque chose de bien plus précieux, la liberté de la définir moi-même. Alors que je me tenais là, sous le ciel nocturne, j'ai murmuré une vérité tranquille que j'aurais aimé que quelqu'un me dise des années